Bonjour à tous, bonjour à toutes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lamia. Je suis avocate en droit de la propriété intellectuelle et du numérique. En tout cas, je suis désolée pour la lumière qui n'est pas très nette. Le son, je ne sais pas trop ce que ça donne, mais bon, comme c'est ma première vidéo, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Je voudrais faire deux types de vidéos, bon, vous me direz, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour dire ce que vous en pensez, si vous pensez qu'un format différent serait plus approprié. J'aimerais bien faire quelque chose qui corresponde à vos besoins avant tout. Et du coup, pour l'instant, j'ai pensé à deux formats de vidéos. Le premier, ce serait de répondre à vos questions comme je vais le faire là maintenant. Et le deuxième, ce serait d'aborder un thème de façon plus large, dans sa globalité du point de vue de ma spécialité. Donc je n'irai pas sur des thèmes en lien avec le droit des sociétés par exemple, le droit de la famille ou le droit pénal. Je reste vraiment dans le cadran de ce que je sais faire. J'ai eu beaucoup de questions. J'ai dû trier, donc pour pas que la vidéo soit trop longue et du coup je ne répondrai pas à toutes les questions pour le moment, mais vous inquiétez pas, je le ferai dans un second temps. La première question qui m'a été posée, c'est « Peut-on breveter une idée ?» Non, on ne peut pas breveter une idée. Il y a un adage assez connu dans le milieu de la propriété intellectuelle qui a été utilisé, je crois, pour la première fois par le professeur Desbois, qui dit « Les idées sont de libre parcours. Par principe, une idée n'est pas protégeable par le droit de la propriété intellectuelle. » Donc, la réponse à cette question, peut-on breveter une idée? La réponse est non. Pourquoi? Pour pouvoir protéger quelque chose par un brevet, il faut que ce soit l'aboutissement d'une idée. Pour obtenir une protection par un brevet, il faut prouver que ce qu'on souhaite protéger est une invention. Une invention, c'est une solution technique à un problème technique. Ensuite, une fois qu'on sait ça, que c'est une solution technique à un problème technique, il y a d'autres critères de protection. Le premier critère de protection, c'est de dire que cette solution technique à un problème technique doit être nouvelle. La deuxième exigence, c'est de dire que cette invention doit être susceptible d'application industrielle. Susceptible d'application industrielle, ça veut dire qu'elle peut être fabriquée. L'autre point, c'est que cette invention, solution technique à un problème technique, doit faire preuve d'activité inventive. Qu'est-ce que c'est que l'activité inventive? C'est peut-être le critère le plus difficile à expliquer, mais de façon assez simple, on peut se dire que ça ne doit pas être évident pour un expert du domaine. Une idée en tant que telle, elle n'est pas protégeable. Ce qui est protégeable, c'est sa mise en œuvre. Donc la deuxième question, que je la reprenne. Comment protéger une image que l'on a dessinée et que l'on utilise professionnellement? Par exemple, un logo. Cette question, elle est assez récurrente et c'est bien qu'on me la pose parce que j'ai vu beaucoup de choses qui se faisaient et qui n'étaient pas forcément adaptées. D'abord, il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'images qu'on peut utiliser à titre professionnel. On peut utiliser en effet un logo, on peut aussi utiliser des designs. Par exemple, un styliste va dessiner lui-même les formes des vêtements. Ça peut aussi être justement une image en tant que telle, sans que ça constitue un logo, mais une image qui sera utilisée dans le cadre de son activité professionnelle. Voilà, ça peut être différents types d'images. En fonction du type d'image et surtout de l'utilisation qu'on va en faire, l'outil de protection va être différent. Juste pour rappel ou pour information pour les personnes qui sont assez novices, on a plusieurs modalités de protection. On a le droit d'auteur, le droit des marques, le droit du dessins et modèles et le droit des brevets. Alors, le droit d'auteur, pour faire simple et pour vraiment schématiser, le droit d'auteur, à la base, il est là pour protéger des créations artistiques. Le droit des marques, c'est fait pour protéger
un signe qui permet au consommateur de distinguer l'origine d'un produit par rapport à l'origine d'un autre produit. Par exemple, si je prends une bouteille de soda qui est écrit Coca-Cola, je sais que l'origine de ce produit vient de l'entreprise Coca-Cola. Alors que si je prends un soda qui a pourtant la même apparence, sans étiquette, je ne pourrais pas forcément faire la distinction sans voir ce qu'il y a à l'intérieur, et que sur cette étiquette c'est écrit Bresse Cola, je saurais que ce soda par rapport à cet autre soda sera d'une origine différente grâce à ce logo et donc à cette marque. Donc l'objectif de la marque, c'est un objectif d'identification et d'aide en fait aux consommateurs. Donc on a vraiment là deux objectifs qui sont complètement distincts. Le troisième point, c'est sur les dessins et modèles. Les dessins et modèles, eux, ils ont pour objectif de protéger l'apparence d'un produit. Le quatrième point, c'est ce dont je parlais juste avant, quant à la question qui m'a été posée précédemment, c'est le brevet qui est là pour protéger des inventions, donc une solution technique à un problème technique. Donc on voit bien qu'il y a des outils qui sont différents, il y en a d'autres qui ne sont pas à strictement parler au sein de la propriété intellectuelle, mais qui permettent aussi d'autres moyens de protection, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. Là, on va rester focalisé sur les outils propres à la propriété intellectuelle, donc droit d'auteur, marque, dessins et modèles et brevets. Quelqu'un qui dessine son image et qu'il va utiliser dans le cadre de son activité professionnelle, il faudra qu'il fasse le choix entre ces 4 outils de protection. On va prendre l'exemple du logo. L'objectif du logo, il est d'abord que ce soit d'identifier l'origine des produits qu'on va vendre. Le plus adéquat, c'est le droit des marques. Le droit des marques, il protège les signes distinctifs qu'on a déposés auprès d'un office de protection des titres de propriété industrielle. On va avoir à ce titre en France l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle. Le droit des marques, ça donne une protection qui est limitée dans le temps, donc limitée à une durée de 10 ans, qui est renouvelable de façon indéfinie. Donc on va avoir une marque qui est déposée une première fois pour 10 ans, moyennant le paiement d'un prix, et puis après ces 10 ans, on peut la renouveler pour 10 ans supplémentaires, moyennant le paiement d'une nouvelle redevance. D'autre part, la marque, elle est limitée dans l'espace. Donc soit on le dépose par exemple à l'Institut national de la propriété industrielle, donc là on va couvrir le territoire français, on aura une marque, un monopole de protection sur notre signe dans le territoire français, soit on peut le déposer en Union européenne par exemple, et là on a un monopole de protection sur l'ensemble de l'Union européenne, etc., etc. Et ensuite pour les produits et les services qu'on veut désigner. Ça va être le cas par exemple, on va prendre un cas d'école, c'est par exemple la marque Montblanc. On va avoir Montblanc pour les yaourts Montblanc, les crèmes Montblanc, et on va avoir Montblanc pour les stylos Montblanc. Donc chaque marque désigne et donc protège uniquement son monopole d'exploitation, donc sur des produits et services définis. L'avantage du droit des marques, c'est qu'à partir du moment où on dépose sa marque, on dispose d'un titre de protection, c'est-à-dire que sauf preuve contraire, on est titulaire de ce monopole de protection et donc on pourra agir contre les personnes qui copient notre marque. Pour protéger votre logo par le droit des marques, il y a plusieurs étapes à suivre. Donc la première étape pour déposer votre marque, c'est de vérifier la validité de votre signe pour être déposé à titre de marque. Il y a un certain nombre de critères qui sont disponibles. Je vous mettrai un lien en bas de la page sur le site de l'INPI. Il y a une explication sur l'ensemble des critères de protection par le droit des marques, donc il faut vérifier ça. Ensuite, dans un deuxième temps, il faut faire une recherche d'antériorité, donc vérifier si votre marque n'est pas déjà déposée par quelqu'un d'autre. Il y a des outils qui sont disponibles notamment sur le site de l'INPI ou également sur des prestataires tiers qui fournissent des rapports d'antériorité. Et ensuite, une fois qu'on a fait cette recherche d'antériorité et que tout est bon, qu'il n'y a pas de marque antérieure, que la marque est valide, etc., on effectue le dépôt. Le dépôt, il se fait en ligne. Ça coûte 190 € pour la première classe. Puis après, à chaque fois que vous allez déposer dans des nouvelles classes, les classes, en fait, c'est les produits et services que vous désignez. Il y en a 42 en tout. Et du coup, on choisit un certain nombre de classes dans lesquelles on va déposer. Donc, par exemple, je ne sais pas, je fais un produit cosmétique.
je vais déposer dans la classe 3 qui désigne tout ce qui est savon, etc. Et donc là, je vais payer 190 € pour une classe. Après, si je veux développer pour un autre produit, par exemple pour des vêtements, là, il faudra que je dépose dans d'autres classes. Donc à chaque fois que je rajoute une classe, ce sera 40 € en plus. Donc 190 € pour la première classe et 40 € en plus par classe supplémentaire. Ça, c'est pour la France. Pour l'Union européenne, c'est une tarification qui est différente. La même chose, je pourrais vous mettre les informations en dessous ou peut-être sur le côté. Je vais voir comment j'arrive à faire pour le montage de la vidéo parce que, comme vous le savez, c'est ma première vidéo. Alors j'essaye de faire avec les moyens du bord. Oui, donc ensuite, après le droit des marques, le deuxième moyen de protection, ça va être le droit d'auteur. Le droit d'auteur, pourquoi? Parce qu'en fait, le droit d'auteur, c'est fait pour protéger une création artistique. Or, un logo ou même un nom, il peut peut-être être considéré comme une création artistique. À partir du moment où on entre dans les critères du droit d'auteur, on peut être protégé par le droit d'auteur. Alors, à l'inverse du droit des marques, les œuvres qui sont protégées par le droit d'auteur n'ont pas besoin de faire l'objet d'un dépôt. C'est le simple fait de la création, donc le simple fait de dessiner votre logo est protégé par le droit d'auteur. Toute la question, ça va être une question de preuve. Comme il n'y a pas de dépôt, il n'y a pas de présomption de titularité, comme je vous le disais avant, c'est-à-dire que si jamais vous voulez agir contre quelqu'un qui vous copie, vous n'aurez pas ce petit papier-là qui vous dit voilà, là il est titulaire d'une marque. Au contraire, avec le droit d'auteur, c'est à vous de prouver que votre œuvre est protégée. Pour prouver que votre œuvre est protégée par le droit d'auteur, il va falloir prouver deux choses. Une, c'est que votre œuvre elle est originale, donc que votre logo est original. Alors c'est un critère qui est assez subjectif, l'originalité. C'est de dire que votre logo incarne l'empreinte de la personnalité de son auteur, donc de votre personnalité. Donc il faut argumenter en ce sens. On va par exemple dire, je ne sais pas, si vous mettez deux triangles l'un à côté de l'autre, il y a peu de chances qu'on considère que ce soit original, alors que si vous avez une œuvre sérigraphiée avec un style très particulier, là, l'originalité, elle sera plus facilement démontrée. Et là, on aura une protection par le droit d'auteur qui sera plus évidente. Et ensuite, le deuxième point à démontrer, c'est une date de création. Pour avoir une date de création, ce qu'on conseille souvent, c'est de faire des dépôts d'enveloppes solo. Les enveloppes solo, c'est un outil qui est disponible sur le site de l'INPI également, qui permet en fait de télécharger des fichiers sur donc ce site et d'avoir une date de dépôt de cette enveloppe qu'on pourra produire devant un tribunal en cas de litige. Et la deuxième solution qui est aussi parfois utilisée, c'est de s'envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à soi-même et à l'intérieur de laquelle on met la création qu'on voudrait voir protégée et de ne pas l'ouvrir, et on l'ouvrirait seulement à l'occasion d'un litige pour démontrer justement cette date certaine cachée de la poste faisant foi. Donc ça, c'est pour la protection par le droit d'auteur. Il faut savoir qu'il y a un point qui est une problématique entre guillemets assez fondamentale, c'est que le droit d'auteur, comme je vous le disais, c'est pas sûr à 100% au moment du litige que la protection soit retenue. Et du coup, c'est quand même... Mais alors, comment ça se passe si mon logo, je l'ai fait faire par quelqu'un d'autre? Parce que bon, là, la question qui m'a été posée, c'est si c'est moi-même qui dessine mon logo, mais qu'est-ce qui se passe si c'est quelqu'un d'autre qui l'a dessiné pour moi? Bah alors là, il faut être assez vigilant parce que beaucoup de monde ne le sait pas, mais c'est pas parce que vous avez payé votre prestataire pour qu'il vous fasse votre logo que vous êtes titulaire des droits d'auteur sur votre logo. Il faut que ce soit écrit dans votre contrat avec votre prestataire que votre prestataire vous cède bien les droits sur le logo. Donc la troisième bonne pratique, à côté de faire un dépôt de marque, s'envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception et ne pas l'ouvrir ou faire un dépôt d'enveloppe solo, c'est de bien faire signer un contrat de cession de droit d'auteur avec à votre prestataire qui vous fait vos logos. Attention, le dessins et modèles, ce n'est absolument pas fait pour protéger des logos. Alors là, en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai vu plusieurs dossiers dans lesquels des personnes font des dépôts de dessins et modèles pour protéger des logos. Déjà, ça coûte plus cher et en plus, ça protège rien du tout parce que, comme je le disais,
un dessin et modèle, c'est fait pour protéger l'apparence d'un produit. Donc si votre dessin et modèle, si vous l'avez déposé et qu'il ne protège pas l'apparence d'un produit, vous allez pouvoir le produire au tribunal autant de fois que vous voulez, ça n'aura aucune valeur juridique. Donc le dessin et modèle, c'est utile, mais c'est utile uniquement pour l'apparence des produits. Donc ça va être les designers, etc. Ils vont pouvoir faire les dépôts de dessins et modèles. Je ne rentrerai pas dans le détail, parce que ce n'était pas l'objet de cette question. Je vais répondre à la troisième question, qui est une question qui est assez spécifique, qui s'inscrit. Alors, j'ai envie de raconter un peu l'histoire de cette question. Cette question, elle m'a été posée par un contact que j'ai de mon ancienne vie, on va dire à Rennes, qui a lancé un projet récemment, qui est celui de faire du recyclage alors je suis désolée si je me trompe dans la présentation, mais ça me tient à cœur parce que je trouve le projet super intéressant. C'est de faire du recyclage de matériel qui est utilisé dans du milieu artistique. Donc ça va être par exemple du matériel de concert, du matériel, là la question c'est sur les scénographies. Donc, ça me tenait vraiment à cœur de présenter ce projet parce que je trouve qu'il donne et il fait écho à des valeurs qui me sont vraiment chères, et notamment tout ce qui est culture, écologie, etc. Donc je vais prendre soin d'y répondre, et je ferai peut-être une note un peu plus détaillée par la suite à l'écrit, et que je posterai sur les réseaux, sûrement sur mon blog, sur lequel je poste des articles, alors pas très régulièrement en ce moment, mais je vais essayer de m'y tenir un peu plus, et ça peut être un sujet vraiment super intéressant. La question, elle est plus précisément: que deviennent les scénographies des musées et autres locaux après exploitation et représentation? Sont-elles soumises aux droits d'auteur ou deviennent-elles de simples matières réutilisables librement? Alors, c'est intéressant parce que c'est pas une question qui est très simple, dans la mesure où il n'y a pas de régime particulier des scénographies. Donc ma réponse, elle va être: ça dépend. Je vais essayer de vous donner les différents cas de figure et vous expliquer comment est-ce qu'on décide si on tombe dans tel ou tel autre cas de figure. Alors le régime des scénographies, comme je vous le disais, il n'est pas régi par un droit particulier. C'est le droit d'auteur général qui s'applique. Une scénographie en tant que telle peut être protégée par le droit d'auteur, parce qu'une scénographie, alors juste pour revenir rapidement sur qu'est-ce que c'est qu'une scénographie. Une scénographie, c'est tout l'aménagement de l'espace qui est réalisé dans le cadre soit d'une exposition, soit d'un spectacle, etc. Donc ça va être les jeux de lumière, ça va être les textes, ça va être les couleurs utilisées, les sons, etc. Donc en fait, une scénographie, c'est cette composition dans sa globalité. Donc ce qui est considéré de façon générale, c'est qu'une scénographie peut être protégée par le droit d'auteur, dans les conditions que j'ai citées tout à l'heure. Donc c'est-à-dire qu'il faut qu'on démontre l'originalité de la scénographie. L'originalité, comme je disais tout à l'heure, c'est l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Il ne faut pas que la scénographie, elle réponde uniquement à des impératifs techniques. Il faut qu'elle ait en son sein quelque chose qui relève de la créativité. C'est pas quelque chose qu'on peut vraiment décrire en tant que tel. C'est pour ça que c'est difficile, ce critère d'originalité. C'est un critère qui est très subjectif. Mais c'est quelque chose qui montre qu'on va au-delà de seulement de la technique, qu'il y a un peu comme si l'auteur avait pris lui-même, qu'il avait mis dedans. Qu'est-ce qui fait qu'on voit bien que ça vient un peu de la même personne. Il y a sa patte, on dit souvent ça, qu'il y a de sa patte dans le travail. Donc à partir du moment où on arrive à démontrer que la scénographie est empreinte de la personnalité de son auteur, alors on considère qu'il y a une protection par le droit d'auteur. On va avoir deux cas. On va avoir les cas où la scénographie n'est pas protégée par le droit d'auteur, ni les éléments qui la composent, et dans ce cas-là, on en fait ce qu'on en veut. Le deuxième cas, c'est quand la scénographie, elle est protégée par le droit d'auteur, ainsi ou les éléments qui la composent. Et dans ce cas-là, la question, elle est: est-ce qu'on peut les réutiliser quand même? Ce qui est protégé par le droit d'auteur dans la scénographie, c'est l'œuvre dans son ensemble. Donc en fait, quand on dit qu'une scénographie est protégée par le droit d'auteur, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de réutiliser les éléments
les matériaux de façon individuelle qui ont servi à réaliser cette scénographie. Donc concernant les scénographies qui sont protégées par le droit d'auteur, il y a plusieurs questions à se poser. C'est est-ce que l'auteur était d'accord pour qu'on démantèle entre guillemets sa scénographie? 2, est-ce que les éléments de la scénographie pris individuellement sont protégés par le droit d'auteur? Ça va être par exemple un texte qui était mis en avant dans une scénographie qui lui pourrait être protégé par le droit d'auteur. Alors là, est-ce que les éléments pris individuellement sont protégés par le droit d'auteur? Et dans quelle mesure est-ce que cette réutilisation pourrait porter atteinte au droit d'auteur? Mais alors après, si on tombe dans des matériaux bruts comme un morceau de placo, des bouts de tissu, voilà, des choses comme du matériau brut, on peut le réutiliser sans problème, une fois qu'on a répondu à ces questions. Le point de vigilance, si je puis dire, c'est de soit faire un contrat avec les auteurs des scénographies en disant voilà, le devenir de votre scénographie, il est qu'on réutilisera les matériaux pour telle et telle raison, ou si on n'est pas en contact direct avec les auteurs, de faire signer avec notre client, qui est forcément soit un théâtre, soit un musée, un contrat dans lequel on fait référence au droit d'auteur, où on dit que notre client nous garantit qu'il a obtenu les droits de pouvoir réutiliser la scénographie dans le cadre d'une utilisation ultérieure. Donc voilà, ça c'est des premiers éléments de réponse. Je pourrais éventuellement faire un article plus conséquent sur ce sujet. J'aurais essayé de répondre à vos 3 questions là. J'espère que mes réponses vous auront satisfait. N'hésitez pas à me reposer des questions en commentaire, à demander des informations supplémentaires. Si vous voulez qu'on creuse plus un point ou si vous avez des questions autres, n'hésitez pas, posez-les. J'y répondrai dans la mesure du possible. Et en tout cas, je vous remercie vraiment très sincèrement. Je suis très contente et je suis à l'écoute de tous vos commentaires. Merci, à très bientôt.